Si Barbe Blanche était venue à Marineford au sommet, quel sort pour Ace? Barbe Noire aurait-il pris le pouvoir ou serait-ce sa fin ce jour-là? Et est-ce que Sabot retrouvera un jour la mémoire? Assurez-vous de rester jusqu'à la toute fin, car la réponse à cette dernière question est surprenante. Marineford est l'un, si ce n'est le plus grand arc de l'histoire de l'anime, avec de l'action, des trahisons et la chute de l'un des personnages les plus puissants de toute l'histoire de l'animation. Cependant, il y a un point qui fait débattre et rêver les fans depuis des années. Barbe Blanche était désavantagée. En arrivant à Marineford, Edward Newgate n'était plus le Barbe Blanche capable de rivaliser avec Roger. Vieux et malade, bien que toujours puissant, il n'égalait plus sa grandeur passée. Tout d'abord, il faut comprendre qui était vraiment Barbe Blanche à son apogée. Comme le dirait Kobe Bryant, un animal différent, mais la même bête. Comme le montre sa capacité à combattre Roger pendant des jours, sa possession d'un haki des rois de tout premier ordre et sa maîtrise totale du Gura Gura no Mi, alliée à une vitesse folle, une endurance inébranlable, ainsi qu'une force et une résistance dignes d'un dieu. Cependant, dans la chronologie originale, Barbe Blanche était loin de son apogée, utilisant son haki des rois de façon irrégulière, subissant des crises cardiaques en plein combat et se faisant poignarder par la trahison de Squard. Barbe Blanche dans sa prime, en revanche, ne subit pas ce genre de trahison et ne la tolère pas non plus. Il ne s'effondre pas sous la pression. Et surtout, il n'a pas besoin que Marco ou d'autres veillent sur un véritable dieu. Ainsi, dès l'instant où cette version de Barbe Blanche arrive à Marineford, l'équilibre des forces bascule radicalement. La guerre commence de la même manière, le Moby Dick et la flotte de Barbe Blanche émergeant de sous la surface. Mais il y a une différence subtile mais majeure, sa présence. Rassemblés à Marineford, Akainu, Aokiji et Kizaru étaient assis sous l'échafaud d'exécution d'Ace, stupéfaits, frappés par la présence de Barbe Blanche dans sa prime. Ce n'est pas sa flotte qui crée la tension chez eux, c'est sa présence qui impose la crainte. Lorsque Barbe Blanche dans sa prime s'avance, une aura puissante est ressentie par les Marines. Ce n'est pas un vieil homme ordinaire, c'est quelqu'un qui a autrefois combattu aux côtés du roi des pirates. Avant même que le combat ne commence, Barbe Blanche libère son haki des rois. Ce ne sont pas de petites décharges comme auparavant, c'est une force écrasante. Les vice-amiraux ont du mal à rester debout. Certains capitaines de rang inférieur perdent même connaissance, Garp et Sengoku serrant la mâchoire. Ils savent que ce qui va se passer sera catastrophique pour Marineford. Barbe Blanche lève le poing et l'air se brise. Deux énormes tsunamis surgissent de chaque côté de Marineford, comme dans le canon, mais cette fois, il y a un changement. Les séismes de Barbe Blanche dans sa prime jeunesse sont mieux contrôlés et plus puissants. Aokiji gèle toujours les vagues, mais cette fois, il doit vraiment s'y employer. La glace se brise sous leur poids. Ce n'est plus un simple mouvement désormais. Il abat son Bicento sur le sol, envoyant des ondes de choc non seulement à travers la baie gelée, mais brisant aussi la glace, effondrant leur défense avant même que la bataille n'ait réellement commencé. Ils sont déjà en position de faiblesse. Ace reste actif sur la plateforme. À tout moment, son destin pourrait changer à jamais. À cet instant, Barbe Blanche passe à l'action de façon décisive. Plutôt que d'avancer prudemment, il fonce avec une agressivité totale. Chaque pas résonne à travers le sol. Chaque coup de son Bicento envoie valser des Marines. Lorsque Sengoku change de forme, Barbe Blanche l'affronte directement. Ce n'est plus un vieux Barbe Blanche en difficulté comme on l'a vu dans le canon. C'est une confrontation entre deux légendes à leur apogée. Des ondes de choc se propagent à travers Marineford. Les structures commencent à vaciller. Garp observe depuis les coulisses, ne sachant pas ce qu'il souhaite pour lui-même, encore moins pour son petit-fils. C'est ici que la situation se complique. Dans la chronologie originale, Garp hésite lorsqu'il doit décider d'intervenir entre Sengoku et Barbe Blanche. Si Barbe Blanche parvient à dépasser Sengoku, Ace serait sûrement libre. Bien que Garp aime Ace, il reste un marine jusqu'au bout et intervient dans le combat de Sengoku contre Barbe Blanche à son apogée. Tous les trois s'affrontent près de la plateforme d'exécution d'Ace. Alors que Marineford commence à subir d'importants dégâts, la dynamique du combat change radicalement. Jusqu'à présent, les amiraux étaient prudents, essayant de préserver l'âme de Marineford. Une fois que l'intégrité de l'île est menacée, ils changent d'attitude. C'est alors qu'Akainu, Aokiji et Kizaru cessent de se retenir. Marineford a déjà été détruite et l'ancien équilibre entre attaque et défense n'a plus aucun sens. Avec l'aggravation de la situation, les amiraux finissent par libérer toute l'étendue de leur pouvoir. Akainu est le premier à réussir à s'adapter à cette nouvelle réalité, concentrant désormais ses efforts principalement sur Barbe Blanche. Akainu n'a pas besoin de gagner, il a seulement besoin de temps.
Tant que Sengoku et Garp restent totalement absorbés par Barbe Blanche, alors que Marineford subit déjà des dégâts catastrophiques, la plateforme d'exécution ne resterait plus la forteresse imprenable qu'elle était à l'origine. Sa défense est compromise, ses surveillants sont distraits, et surtout, son autorité est affaiblie. Cela crée une ouverture qui n'existait pas dans le canon original. Luffy, accompagné des commandants de Barbe Blanche et profitant du chaos qui règne sur tout Marineford, atteint Ace bien plus tôt qu'il ne l'avait fait à l'origine. Il n'y a pas de long face-à-face sur l'échafaud. Il n'y a pas de compte à rebours final, pas de retard causé par une opposition significative de la marine, car celle-ci n'a ni les effectifs ni l'organisation nécessaire pour tenir sa position tout en affrontant Barbe Blanche au sommet de sa forme, ainsi que plusieurs autres commandants puissants. Cela signifie qu'Ace est sauvé avant d'atteindre un point de non-retour. Cela change tout. Le destin d'Ace n'a pas été forgé par les manœuvres de guerre, mais par les émotions. Akainu a joué sur la fierté d'Ace, provoquant une réaction qui a entraîné Barbe Blanche dans la mêlée alors qu'il était déjà blessé. Ce scénario dépendait d'un timing parfait, de jeux psychologiques et d'un Barbe Blanche incapable de protéger tout le monde en même temps. Une défaite majeure a lieu à Marineford sous les yeux du monde entier. Les trois amiraux, le grand amiral Sengoku, Garp le héros, et même avec l'aide de toute la puissance du QG de la marine ainsi que de leurs corsaires, n'ont pas pu accomplir leur mission. Les gros titres ne disent pas seulement que Barbe Blanche tombe, mais crient plutôt « L'homme le plus fort du monde triomphe de Marineford et sauve Ace ». Un manque de confiance éclate parmi le public et au sein du gouvernement mondial. Si la marine n'a pas pu retenir Barbe Blanche, qui est vraiment capable de nous protéger? La survie d'Ace à Marineford change sans doute radicalement la chronologie de One Piece, ayant un impact considérable sur le retour de la mémoire de Sabo. Ace n'est plus perçu comme un symbole de martyr et de tragédie. Au lieu de cela, il est vu comme le fils vivant de Roger, l'héritier de Barbe Blanche, et un pirate que le monde craint de voir émerger ensuite. En voyant cela, Barbe Blanche ne déclare pas immédiatement Ace comme le prochain capitaine. À la place, il proclame Ace comme son successeur spirituel et, pour l'instant, reste le pilier qui maintient les mers unies. Cela donne à Ace le temps de mûrir et d'apaiser sa soif de vengeance, le rendant beaucoup plus maître de lui-même et discipliné, tout en le rendant bien moins téméraire. Ace choisit de ne pas chercher à se venger de Barbe Noire pour le moment, et certainement pas seul. Concernant Barbe Noire, son ascension dépend du chaos à Marineford pour embusquer Barbe Blanche et provoquer sa chute. Mais ici, aucune ouverture. Barbe Blanche, au sommet de sa forme, repère aussitôt Teach. Barbe Noire ne se tient jamais au-dessus d'une légende mourante. Il ne s'empare jamais du Gura Gura no Mi. Sans ce pouvoir, il reste dangereux, mais pas au point de menacer le monde, et il ne sera jamais reconnu comme un Yonko par la marine, ni craint dans le Nouveau Monde. Au lieu de s'élever au rang de grand méchant dominant, il est devenu la proie. Barbe Blanche lui-même a mis une prime sur sa tête, et tous les pirates des mers le savent. Barbe Noire n'est plus celui qui façonne l'histoire, il est celui qui la fuit. D'un autre côté, la marine entre dans son ère la plus sombre. Leur défaite à Marineford brise psychologiquement la marine. Barbe Blanche laisse Akainu en vie. Il ne représente aucune menace pour lui et sert de rappel au monde de la puissance que possède Barbe Blanche, soulignant encore plus sa force et imposant sa domination. Quant à Sengoku et Garp, tous deux démissionnent, non pas à cause de la vieillesse, mais plutôt par honte, se retrouvant distants, déchirés et, surtout, désabusés. La marine n'est plus considérée comme une force protectrice, mais plutôt comme des exécutants désespérés. Les ressources passent de l'ordre et de l'application de la loi à la riposte et à la vengeance, laissant derrière elles un grand vide de pouvoir. Quant au canon, l'ère de la piraterie explose véritablement après la mort de Barbe Blanche. Mais dans cette chronologie, l'ère de la piraterie éclate plus tôt. Pourquoi? Parce que Barbe Blanche n'est pas tombé dans cette chronologie. Au lieu de cela, il a gagné et un nouveau sentiment se répand dans le monde entier. Un sentiment dangereux. Le gouvernement mondial ne peut plus seulement être vaincu, il peut aussi être détruit. Les jeunes pirates envahissent les mers. Les cellules révolutionnaires deviennent plus audacieuses, et les royaumes commencent secrètement à financer des équipages de pirates. Quant à Luffy et l'équipage du chapeau de paille, la survie d'Ace ne rend pas Luffy plus faible, mais au contraire, le rend plus dangereux. Au lieu de s'entraîner à cause d'un traumatisme comme dans la chronologie originale, Luffy s'entraîne désormais par pure force de volonté et par esprit de rivalité. En voyant des monstres à leur apogée en action, Luffy réalise qu'il n'est toujours pas prêt, tout comme les chapeaux de paille, ce qui lance la période d'entraînement de 2 ans comme dans la chronologie originale, avec Rayleigh qui continue de l'entraîner.
Cependant, l'objectif de Luffy passe de survivre dans le Nouveau Monde à défier l'ancienne génération plus tôt, ce qui le pousse à accélérer considérablement le développement de son haki, la maîtrise de ses gears et son leadership, l'amenant inévitablement à débloquer le 4e gear plus tôt et à mieux le contrôler, faisant de lui un prétendant au titre de roi des pirates plus rapidement que prévu. Parlons maintenant de Sabo. Puisqu'Ace ne meurt pas à Marineford, Sabo ne retrouve pas la mémoire sous le choc ou le chagrin comme il l'a fait dans la chronologie originale. Il continue simplement à travailler comme officier de haut rang dans l'armée révolutionnaire, sans se souvenir au début qu'Ace et Luffy sont ses frères. Cependant, il apprend rapidement que Port Ghazdi Ace s'est échappé de Marineford et, dès que Sabo voit le nom et le visage d'Ace apparaître dans les journaux, sa mémoire commence à lui revenir, pas d'un seul coup, mais par fragments. Puisqu'Ace survit, Sabo ne mange jamais le fruit du Mera Mera no Mi. Cela change complètement son style de combat. Au lieu de devenir un combattant basé sur le feu, Sabo mise tout sur le haki de l'armement avancé et la griffe du dragon. C'est un véritable monstre du haki, entraîné directement par Dragon. Avec le temps, il devient le numéro 2 et plus puissant combattant de l'armée révolutionnaire. Le plus remarquable, c'est que si Sabo et Ace se retrouvent, leur relation surprend. Plutôt que de s'unir en frères, ils s'affronteraient en ennemis, une menace majeure pour le gouvernement mondial. Sans perdre de frères ici, Sabo renforce l'armée révolutionnaire plus tôt. Si Barbe Blanche avait attaqué Marineford à son apogée, le monde de One Piece en serait bouleversé. Ace survivrait, les Marines perdraient pied et Barbe Noire chuterait vers une ère pirate plus rapide et saine. Pas par paix, mais parce que l'homme le plus fort l'aurait forcé à changer. Qu'en pensez-vous ? Le monde serait-il un endroit meilleur et plus paisible si Barbe Blanche était allée à Marineford à son apogée? Ou tout aurait-il sombré dans le chaos? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si ça vous a plu, laissez un like pour nous soutenir. Pour regarder un autre scénario ici, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Allez-y, cliquez dessus.